de votre journal en version française. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à la une de l'actualité de ce soir. La participation des jeunes et des femmes au sein du gouvernement de transition reste limitée selon le rapport annuel 2025 publié hier par le système des Nations Unies. D'après ce rapport, Madagascar a pris de nombreux engagements, mais leur mise en œuvre demeure insuffisante, notamment en matière de liberté d'expression et de respect des droits de l'homme. Le point avec Naté Rakoutmav. Madagascar a traversé une crise socio-économique parmi les plus graves de ces 10 dernières années en 2025, selon le rapport du système des Nations Unies publié hier. Cette crise s'est manifestée par des mouvements populaires ayant conduit à un changement de régime vers une refondation. Selon ce rapport pour l'année 2025, Madagascar a connu une récession économique accompagnée de fragilité dans la gestion des finances publiques, ainsi qu'un manque de progrès clair sur le plan social et en matière de respect des droits humains. À cela s'ajoute l'aggravation de la crise environnementale et des enjeux liés à la dignité humaine. Malgré la mise en place d'un pouvoir exécutif de transition dite de refondation, l'ONU constate une faible participation des femmes et des jeunes au sein de cette gouvernance, même si une représentation des régions à l'échelle nationale est assurée dans les institutions. En 2025, Madagascar a également participé à l'examen périodique universel, un mécanisme international d'évaluation des droits de l'homme mené par l'ONU. Le pays a accepté de mettre en œuvre 204 recommandations sur un total de 235. Cet engagement traduit une volonté de respecter pleinement les droits humains et de s'inscrire dans les normes internationales. Toutefois, selon l'ONU, de nombreuses difficultés observées en 2025 entravent l'application effective de ces droits, notamment en raison de la faiblesse des institutions publiques, de la corruption persistante et du recul de l'éducation civique. Le rapport met également en évidence des restrictions des libertés d'expression et de réunion. Les défenseurs des droits humains signalent également une augmentation des cas de harcèlement, en particulier lorsqu'ils soutiennent les droits fonciers des communautés locales. Face à cette situation, l'ONU a soutenu le dialogue entre les différentes parties prenantes nationales, en particulier les jeunes et la société civile. Elle a également réaffirmé sa volonté d'accompagner une transition crédible et inclusive vers un retour à un régime démocratique. Durant la crise et après la mise en place du nouveau gouvernement civil-militaire, l'ONU et ses partenaires ont encouragé les acteurs étatiques et non étatiques à adopter des approches participatives, inclusives et durables dans la gouvernance et les réformes. Une attention particulière a été accordée à la jeunesse, notamment la Gen Z, ainsi qu'à la société civile, compte tenu de leur rôle clé dans le dialogue national, la révision constitutionnelle et le processus électoral. Madagascar peut-il réellement développer sans une économie solide? Les chiffres sont sans appel. Plus de 8 Malagas sur 10 vivent dans la pauvreté et un quart du développement humain est perdu à cause des inégalités. Face aux crises à répétition, le modèle économique montre ses limites, mais des solutions existent selon le rapport des Nations Unies pour 2025. Les détails. Madagascar avance, mais lentement. Avec un indice de développement humain de 0,525, le pays reste dans la catégorie des États à faible développement. Mais derrière ce chiffre, une réalité plus dure. Corrigé des inégalités, l'indice chute à 0,386, soit une perte de 26,5%. Un quart du développement effacé. Les inégalités pèsent lourd. Dans l'éducation, par exemple, près de 37% de pertes sont liées aux disparités. Sur le terrain, le fossé est visible. 34% des ruraux ne vont pas à l'école, contre 12% en ville. Autre fracture, le territoire. Dans le sud, à Anjouy, où l'IDH est à 0,338, l'un des plus faibles du pays. Pendant ce temps, l'économie reste fragile, peu industrialisée, peu diversifiée et très dépendante de l'agriculture. Résultat, à chaque crise, le pays recule. Cyclone, inflation mondiale, pandémie, les chocs s'enchaînent et l'économie vacille. Mais des pistes existent. Le rapport des Nations Unies pour 2025 identifie 4 priorités. Produire localement pour manger local, transformer les richesses sur place, protéger les plus vulnérables et exploiter le potentiel maritime.
L'objectif étant une économie capable de résister et de rebondir, car aujourd'hui, le constat est clair. Sans économie solide, pas de développement durable. À Madagascar, le défi n'est plus seulement de croître, mais de ne plus reculer. Et toujours en économie, les échanges commerciaux entre les États-Unis et Madagascar s'élèvent à 82,3 millions de dollars pour les 2 premiers mois de cette année. Une baisse constatée par rapport aux 2 premiers mois de 2025, selon les données publiées par le Bureau de recensement américain. Le déficit commercial des États-Unis a diminué de 31,4% par rapport à l'année précédente. Reportage. Niena efapolisan-jato ny fifanakalozana arabatra ato amin'ny États-Unis sy Madagasikara ny roa volana voalohany taona 424 raha oharina tamin'ny taon-dasa. Raha 430,3 dollara izany ny taona 524 dia lasa 2,20,3 dollara ny taona 424. Ny volana janoary no tena ambany ny fanodranana lamba, lavanila, jirofo sy ny sisa nataony Madagasikara makany États-Unis. Tetina 5,30 dollara monja ny sadan'izany ny taona 424 raha toa ka nahatratra 7,70 dollara ny volana janoary 2022. Ny hena koa etsakilany, ny fanafarana entana nataon'i Madagasikara avy any États-Unis tao anatin'ny 2 volana voalohan'izay. Ny tetina 2,50 dollara monja izay fanafarana entana izay, raha 10 dollara ny taona 2022. Ankoatr'izay, nahitana fihenana ny fahabangana arabolan'ny États-Unis satria raha 7,30 dollara izany teo aloha dia ny hena 7,70 dollara amin'izao. Ireo tatitra ireo dia azo avy amin'ny birao ny fanitsana Américaine. Et puis, le non-respect des normes techniques requises dans le transport de conteneurs augmente les risques d'accident. L'utilisation du twist lock, dispositif indispensable pour sécuriser les conteneurs, doit être systématique. Des contrôles stricts seront menés sur les transporteurs de conteneurs, notamment sur la route nationale numéro 2. Fin de Sénat Mireille pour plus de détails. Parmi les graves accidents de circulation causés par la chute de conteneurs figure celui survenu sur la route nationale 2 à Manzakandjin à la fin du mois de mars qui a coûté la vie à 2 membres d'une famille. Outre ce drame, de nombreux accidents sont encore provoqués par des conteneurs mal arrimés, mettant en danger les usagers de la route. Parmi les mesures à respecter dans le transport de conteneurs figure l'usage obligatoire du twist lock pour leur fixation. Les cordes ou chaînes ne doivent pas être utilisées en remplacement de ce dispositif. Les conteneurs doivent être solidement armés pendant le trajet. Tous les équipements doivent également être vérifiés avant le départ. Pour prévenir les accidents de la route, les usagers sont aussi appelés à ne pas circuler trop près des camions porte-conteneurs, à redoubler de prudence lors des dépassements et à éviter de rester à leur proximité dans la circulation. Les contrôles sur les transports de conteneurs, en particulier sur la RN2, seront renforcés. Il ne s'agira plus de sensibilisation, mais de sanctions immédiates pour les contrevenants, selon le ministère des Transports. Jusqu'à présent, aucune confirmation officielle n'a été faite concernant l'entreprise Varamada et son permis d'exploitation d'ilménite dans le sud de l'île. Le gouvernement n'a publié aucune déclaration officielle et les leaders de l'opposition à cette exploitation n'ont pas non plus communiqué officiellement leur position. Ce sont surtout les réseaux sociaux dont la fiabilité des informations reste incertaine qui diffusent des opinions diverses. Jean-Claude Andjamalal. À la suite du déplacement du Premier ministre Mamtin Radzanarsan à Washington, une information largement relayée a affirmé que l'État aurait approuvé l'octroi d'une autorisation d'exploitation d'ilménite à l'entreprise Varamada, ex-Bastouliar. Cette annonce a surpris les observateurs tout en suscitant l'étonnement des acteurs politiques et de nombreuses organisations de défense de l'environnement. Cette question de l'exploitation dans les zones Ranbe, Benetse, Akilmanilke, Ambulmaleki, Mangil
Ifat et Tiafank avaient déjà provoqué de vives critiques envers le précédent régime à l'époque où le projet s'appelait encore Bastouliard. Il avait été avancé que cette exploitation pourrait engendrer des maladies chez les populations, ainsi que des impacts négatifs sur les cultures et le bétail. Il avait également été dénoncé qu'elle risquerait de détruire la faune et la flore, notamment les forêts et les espèces végétales spécifiques à cette région. Aujourd'hui, l'entreprise a changé de nom pour devenir Varamada et de nombreuses informations contradictoires circulent à son sujet. Pourtant, jusqu'à maintenant, le régime de la refondation n'a pas exprimé clairement sa position concernant ce dossier. De leur côté, les leaders de l'opposition réaffirment leur détermination à continuer de s'opposer à l'exploitation. Pourquoi le président de la refondation, le Premier ministre, le ministre des Mines ou encore le porte-parole du gouvernement n'ont-ils pas fait de déclaration officielle sur cette affaire? À voir de près, la communication officielle du gouvernement semble défaillante, laissant place à la propagation d'informations contradictoires. Ce manque de sources officielles fait craindre des dérives, notamment la possibilité de poursuites contre des citoyens exprimant leur opinion qui risquent d'être accusés de diffuser de fausses informations. Si l'information selon laquelle le régime de transition aurait approuvé l'ouverture de l'exploitation de Varamada est exacte, pourquoi ne pas l'annoncer officiellement? A l'inverse, si cette information est erronée, pourquoi ce silence persistant sans aucun démenti officiel de la part des autorités en place? Pourtant, le régime de transition dispose de collaborateurs expérimentés en communication, mais reste totalement silencieux sur le dossier Varamada. Il convient toutefois de rappeler que ce régime de transition n'est pas issu d'un suffrage populaire et n'a pas vocation à engager durablement le pays dans des accords tels que celui concernant Varamada. Ses prérogatives devraient se limiter à l'expédition des affaires courantes, à l'organisation des concertations nationales et à la préparation des élections. Toute autre initiative signifie qu'il outrepasse les dites prérogatives. Concernant les étudiants, à partir de maintenant, leurs bourses d'études seront à retirer auprès du Trésor public. Cette nouvelle disposition s'inscrit dans le cadre de l'amélioration et de la simplification du paiement des bourses, tout en visant à renforcer la transparence dans la gestion. Selon les explications, ce nouveau système devrait également garantir aux étudiants bénéficiaires la réception de leurs bourses dans les délais impartis. Dans le domaine de la santé, la dernière révision de la liste des médicaments autorisés à la vente dans les dépôts pharmaceutiques remonte à 2016. Face à l'évolution des traitements et à l'apparition de nouvelles maladies, les responsables de ces structures demandent aujourd'hui une mise à jour de cette liste. C'est dans ce contexte que les gestionnaires des dépôts de médicaments regroupés au sein du GEPRO-DMM ou Groupement professionnel des dépositaires de médicaments de Madagascar tiennent depuis ce jour leur 4e assemblée générale. Khadraman Nzatouf sur les images de Nzara Ranjiansu. Les dépôts de médicaments constituent un système légal de distribution de médicaments, aussi bien en milieu urbain que rural. Ils jouent un rôle essentiel dans l'approvisionnement en médicaments, notamment dans les zones reculées, selon le président du GEPRO-DMM, ou Groupement professionnel des dépositaires de médicaments de Madagascar. Bien qu'ils soient reconnus par la loi et inscrits dans le Code de la santé, ces structures font face à plusieurs difficultés. Selon leurs responsables, elles sont parfois assimilées à des circuits informels, d'où leur appel aux autorités pour une meilleure reconnaissance et une prise en compte de leurs préoccupations. On compte actuellement environ 1500 gestionnaires de dépôts de médicaments réunis au sein du GEPRO-DMM. La liste des médicaments qu'ils sont autorisés à vendre comprend 183 produits et n'a pas été révisée depuis 2016. Une actualisation de cette liste est ainsi vivement sollicitée. Les gestionnaires de ces dépôts, issus de tout le pays, tiennent leur 4e assemblée générale sur 2 jours à Antananarivo à compter de ce jour. Des sessions de formation sont également prévues pour les participants durant cet événement. Dans la page culturelle, le groupe Babai Lugu Alala Katsa Katsa s'inspire du patrimoine musical malagasy qu'il met en valeur à travers ses créations.
Il s'agit d'un groupe de musique afro-polyphonique formé autour des années 2013. Ses membres sont issus d'horizons divers avec un mélange de nationalités, dont un artiste malagasy qui met particulièrement en avant l'identité culturelle malagasy. Le groupe prévoit de partager son univers musical à travers un événement intitulé Nufiadal à Madagascar. Andiniana Martina, Nzaranje Ansu. Babailugu Alala Katsa est un groupe qui développe une musique afro-polyphonique. Selon les explications, il puise son inspiration dans les sonorités des années 1960 et 1970 qu'il combine avec des éléments de musique contemporaine. Sur le plan international, le groupe accorde une grande importance à la valorisation de la culture malagasy. À l'origine, le groupe était composé de 3 membres, mais il s'est élargi avec l'arrivée de nouveaux artistes. Basé aujourd'hui en France, il conserve néanmoins ses racines à Madagascar, tant dans ses thématiques que dans ses créations. Le groupe intègre également plusieurs artistes étrangers. Actuellement présent à Madagascar, le groupe prévoit de partager son Nufiadal avec les amateurs de musique afro-polyphonique. Il se produira sur la scène d'Atsamanch le 26 avril prochain pour présenter cet univers artistique. Et sport pour terminer, les actualités locales, Madagascar célébrera la journée internationale du sport du 24 au 26 avril prochain. À cette occasion, plusieurs activités seront organisées, dont une course de solidarité prévue ce dimanche, partant du parvis d'Analakel pour rejoindre le stade Barea. Des compétitions de basket 3 contre 3 et de foot à 7 seront également au programme. Cette édition sera marquée par une soirée spéciale dédiée aux personnalités du sport, durant laquelle des distinctions seront remises aux fédérations ayant eu de nombreux athlètes d'élite au cours de la saison 2025 et du premier semestre de cette année. Comme à l'accoutumée, le Salon national des sports se tiendra également pendant ces 3 jours. Cet événement s'inscrit dans une dynamique de promotion des différentes disciplines sportives avec la participation des fédérations, ligues, partenaires et sponsors, chacun disposant de stands d'exposition. L'objectif est de renforcer la solidarité et le soutien à la jeunesse. À l'international, les élections municipales organisées samedi dans les territoires palestiniens, y compris dans les villes comme Deir al-Balah, l'une des rares localités de la bande de Gaza qui ne soit pas contrôlée par les forces israéliennes, devrait fournir une indication certes imparfaite sur la popularité du Hamas au sein de la population palestinienne. France 24. Des affiches électorales placardées dans les rues de Deir al-Balah, en plein cœur de la bande de Gaza. Pour la première fois depuis 2006, les 70 000 habitants de cette ville pourront voter samedi pour élire leurs dirigeants municipaux. J'entends parler d'élections depuis ma naissance, mais à cause des circonstances, il n'y en a jamais eu. Cette fois-ci, nous sommes impatients de participer, et c'est la première fois que nous nous impliquons afin de changer la réalité qui nous est imposée. Lors des dernières législatives de 2006, le Hamas était sorti vainqueur face au Fatah, le parti du président palestinien Mahmoud Abbas. Le groupe avait pris le contrôle de l'enclave en 2007, après avoir renversé l'autorité palestinienne. Aujourd'hui, aucun candidat du mouvement, mais plusieurs noms pro-Hamas sur certaines listes. Ces élections organisées par l'autorité palestinienne permettront donc de mesurer la popularité du Hamas, mais surtout de manifester une unité nationale palestinienne, alors que le Conseil de paix de Donald Trump pourrait mener à la séparation totale de Gaza et de la Cisjordanie. La tenue simultanée d'élections à Deir el-Balah et en Cisjordanie est un message politique fort en faveur de l'unité des territoires et du système politique palestinien. Les électeurs de Deir al-Balah se rendront aux urnes samedi prochain, comme ceux de 12 villes de Cisjordanie. D'autres scrutins pourraient être organisés prochainement, là où les conditions le permettent.
L'Iran a annoncé avoir saisi 2 navires dans le détroit d'Ormuz, ce que Washington n'a pas considéré comme une violation de la trêve et exclut de rouvrir ce passage stratégique tant que durera le blocus de ces ports par les États-Unis. France 24. Un porte-conteneurs abordé par des soldats armés et cagoulés. Ces images, diffusées cette nuit par la télévision d'État iranienne, montrent le MSC Francesca, l'un des 2 porte-conteneurs attaqués hier par les Iraniens. Ces attaques, les gardiens de la révolution les multiplient, grâce notamment à des flottes dites moustiques, composées de centaines de vedettes rapides comme celle-ci. Elles agissent en dépit de la prolongation du cessez-le-feu prononcé par Donald Trump. Un cessez-le-feu complet n'a de sens que s'il n'est pas violé par un blocus naval et la prise d'otage de l'économie mondiale. L'ouverture du détroit d'Ormuz est impossible en cas de violation flagrante du cessez-le-feu. La marine américaine continue, elle, d'empêcher toute exportation du pétrole iranien pour assécher les finances du pays. Mais selon le Financial Times, 34 pétroliers auraient déjà réussi à contourner le blocus. Pour la Maison-Blanche, la stratégie est payante. Nous sommes en train d'étrangler complètement leur économie grâce à ce blocus. Ils perdent 500 millions de dollars par jour. Ils ne peuvent même plus payer leur population en raison de cette pression économique que le président Trump leur impose. Ils sont satisfaits et attendent leur réponse. Mercredi soir, le plus haut responsable civil de la marine américaine, John Phelan, a été limogé. Pour les médias américains, la raison de cette éviction serait les multiples désaccords avec Pete Hegseth. Et pour terminer, alors que les tensions au Moyen-Orient perturbent l'approvisionnement mondial en pétrole, le Rwanda, entièrement dépendant des importations de carburant, est particulièrement exposé. En mars 2026, les prix du logement, de l'eau, de l'électricité, du gaz et des autres combustibles ont augmenté de 14,6% sur un an, selon l'indice des prix à la consommation. France 24. Ici, à Kigali, le prix de l'essence atteint désormais 2 938 francs rwandais le litre, soit une hausse de 48% en 6 semaines. Un choc pour une économie dont le carburant irrigue tout. La flambée se diffuse rapidement des tickets de bus aux étals alimentaires. Comme souvent après ce type d'annonce, les autorités appellent à limiter les déplacements non essentiels et à privilégier les transports en commun. Mais dans les rues de Kigali, comme dans le reste du pays, la mobilité n'a rien d'un luxe. J'essaie de m'adapter, j'ai fait mon business. Et je ne sais pas ne pas aller au travail, je ne sais pas ne pas aller chercher mes enfants à l'école. Écoutez, on subit, on n'a pas le choix, on subit. Mais si ça continue comme ça, on sera obligé de compresser un petit peu son budget. On a été obligé de revoir nos tarifs. Comme notre agence de branding est basée à Nairobi, on expédie énormément de produits vers Kigali. Avec l'envolée des prix à la pompe, c'est devenu impossible de maintenir nos anciens prix. De son côté, le prix du diesel a été maintenu grâce à une intervention gouvernementale délibérée. Mais au-delà de l'urgence, le pays prépare l'après-pétrole et accélère sa quête de souveraineté énergétique, électrification massive des usages, valorisation de ses ressources, gaz et hydroélectricité et ambition assumée d'intégrer le nucléaire civil à son mix. Contacté, le gouvernement n'a pas souhaité commenter. Mesdames et messieurs, cette édition arrive déjà à son terme. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir et passez une excellente soirée en notre compagnie.